La cité blanche du Gondor, lieu incontournable de la saga, a été merveilleusement adaptée avec le set Minas Tirith Battle. Ultimate Collector Minas Tirith? Quelque chose Minas Tirith? Ne me dites pas que ces abrutis feignants incultes et cupides ont tout simplement fait l'impasse sur... Alors pour le poisson de Gollum, je pense que... Mais on s'en fout du poisson de Gollum! Ils sont parfaits Minas Tirith! Oh, il a raison, on l'aura jamais 7, même dans 10 ans. Quelle déception. Mais après tout, et si j'essayais ça? Purée, il était bien ce livre, hein, je m'en souvenais pas du tout, ça faisait longtemps que je l'avais pas lu. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, allô? Oui, allô Antoine, c'est moi, enfin toi, de quand t'avais 10 ans. J'aurais une petite question, c'est possible? Non mais qu'est-ce que vous me racontez là? C'est une nouvelle méthode de démarchage téléphonique, je vais raccrocher. 1, 2, 3... Non, 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 non. Tu te souviens quand t'avais 10 ans, tu t'es cassé la clavicule au rugby. Y a que moi, enfin toi, qui pourrais savoir ça. Bon, ok, pose-moi ta question, j'étais en train de travailler, faut que j'y retourne. Ah, super, merci. Alors j'étais justement en train de regarder la vidéo de Brickfan sur le retour du roi. Je sais pas si tu t'en souviens, si tu le regardes toujours peut-être. Oui, bien sûr, je le regarde de temps en temps quand j'ai vraiment rien d'autre à faire. Et bien du coup, je voulais savoir, est-ce qu'ils ont enfin sorti Minas Tirith en Lego? Oui, pourquoi tu me demandes ça? Attends quoi? Mais c'est génial, tu vas l'acheter du coup si tu t'intéresses toujours au Lego et que t'en as toujours autant. Non mais puis quoi encore, j'ai déjà plus de place dans la chambre parce que j'ai tous tes vieux Lego que j'ai pas réussi à revendre. Bon, et quelques-uns que j'ai rachetés également de mon côté parce que j'aime toujours bien ça. Mais quand même, la majorité c'est les tiens, et tu penses que j'ai la place et l'argent de racheter encore des Lego pour toi? Et de toute manière, le Seigneur des Anneaux, ça n'intéresse plus personne. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Comment c'est possible? Bon, c'est pas exactement vrai. La gamme Seigneur des Anneaux et The Hobbit de 2012, 2013 et 2014 a complètement flop. Donc en conséquence, Lego ne sort plus aujourd'hui que des gros sets 18+. Comment ça, qu'est-ce que c'est un set 18+? Bon, tu découvriras ça dans plusieurs années, mais le fait est que tous les sets coûtent hyper cher aujourd'hui, et si tu veux t'acheter un set Seigneur des Anneaux avec un minimum d'intérêt, c'est entre 270€ et 650€. Ah oui, effectivement, ça coûte très très cher, et du coup Minas Tirith c'est plutôt 270€ ou 650€? Comment dire 650. Quoi? Mais c'est super cher! Bon après, t'es un adulte, t'as 21 ans, tu dois avoir de l'argent de côté, tu dois être indépendant, non? Bon et puis même, si t'en as pas beaucoup, tu peux les acheter en notre honneur, tu te souviens comment on était fan de ça quand on était petit? Donc franchement, fais-le, achète-le pour moi et pour Brickfan, qui en a toujours rêvé. Ok, je vais aller l'acheter, ne t'inquiète pas, et par contre, ne dis rien à maman. Oui, t'inquiète pas, motus et bouche cousue, je te promets, merci. Oui, allez, c'est ça, à la revoyure. Petit con. Bon, il est l'heure d'aller faire chauffer la carte. Et voilà, après 10 ans d'attente, j'ai enfin Minas Tirith avec moi. Je vais enfin pouvoir faire la grande review que j'attendais de faire depuis si longtemps. J'espère d'ailleurs que le petit hommage à Brickfan dans la première partie de la vidéo vous aura plu. Et donc, Minas Tirith, c'est le set que j'attendais le plus. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que pour moi, c'est le lieu le plus iconique, et bien tout simplement du Seigneur des Anneaux. Plus iconique que Barad-dûr, plus iconique que le gouffre de Helm. Ah, c'est peut-être un peu serré avec le gouffre de Helm, mais quasiment au même niveau que le gouffre de Helm, et c'est celui que j'attendais le plus. Je voulais absolument voir cette ville, je voulais voir les soldats du Gondor, je voulais voir les autres figurines qui sont en lien avec ce set, et j'ai l'impression que Lego n'a pas forcément déçu, mais comme c'est le set que je voulais le plus voir, que c'est également le set le plus gros de l'histoire de la gamme Lord of the Rings, avec 8278 pièces et 150€ de plus que le set le plus cher actuellement, donc Rivendell qui coûtait 500€, là c'est 650€. Et bien en prenant en compte tous ces facteurs, je vais quand même essayer d'être le plus sévère possible avec ce set quand il faut l'être, parce que c'est quand même hyper cher pour un set Lego, voilà, c'est quand même assez fou de dépenser autant d'argent dans des briques en plastique, et donc j'espère que le set sera au niveau. Depuis 2016, je me questionne sur la manière dont ils vont faire ce set, parce que pour moi c'était un défi immense Minas Tirith, je pensais pas qu'ils allaient pouvoir le faire un jour, parce que c'est vraiment hyper dur je trouve de représenter cette ville qui est censée être très très grande, très très haute, et le faire en Lego pour un prix qui reste commercialisable, pas une moque avec 150 000 pièces, eh bien je trouvais ça quasiment impossible, et au final Lego a réussi à le faire, donc je suis vraiment super content. Bref, en tout cas on va découvrir si ce set qui est le plus gros et le plus cher de l'histoire de la gamme est également le meilleur, donc meilleur que Rivendell, meilleur que Barad-dûr, les deux sets légendaires parfaits de la gamme Seigneur des Anneaux. J'ai vraiment hâte de voir ça parce que je pense que ça va être très serré, donc je vous emmène avec moi dans la review la plus détaillée, la review ultime sur ce set, c'est parti. Regardez-moi cette boîte, elle est énormissime.
Je vous la mets à côté d'autres boîtes Lego bien sûr pour que vous compreniez la taille, mais c'est vraiment un truc de fou. Alors c'est bien sûr un set Icons 18+, le numéro 11377 avec pas moins de 8278 pièces, rien que ça. Et aïe aïe aïe, on arrive directement sur le gros problème du set à mon sens, seulement 10 figurines. Bon, il y a également le gris-poil, le cheval de Gandalf, mais pour 650 €, ça fait extrêmement mal d'avoir si peu de figurines, c'est vraiment un scandale. Et on va en parler en long, en large et en travers dans cette review. Bon par contre, j'aime beaucoup la petite pièce utilisée pour représenter l'échelle du set. C'est donc une minuscule figurine en sand green, qui est ma couleur Lego préférée. Ensuite sur les côtés, on a des vues sympas de Minas Tirith. J'aime bien le fait qu'elle se fonde dans la bordure et la perspective de la deuxième, qui est très sympa avec toutes les figurines que l'on peut voir arpenter la ville. Et à l'arrière de la boîte, on a également l'autre côté du set avec tout l'intérieur qui est absolument magnifique. Le plus bel intérieur sur un set dans l'histoire de Lego peut-être, on verra ça tout à l'heure. On a également toutes les petites scènes qu'on va pouvoir recréer, j'ai vraiment hâte. La salle du trône bien sûr et les dimensions du set, donc 62 cm de large et 59 cm de haut. On n'a malheureusement pas la statistique pour la profondeur du set si on peut dire, mais je peux vous assurer qu'il est extrêmement profond également. Et ensuite on a également l'aspect modulaire du set qui est mis en avant. Et bien sûr si vous achetez ce set pendant la première semaine d'exploitation, donc du 1er au 8 juin, eh bien vous aurez le droit à votre petit cadeau pour achat, donc le Gronde. J'en ai déjà fait une review, j'en reparlerai un petit peu, mais si vous voulez voir tous les détails, tout ce que j'en pense, eh bien allez voir directement la review. Pour revenir à Minas Tirith, le set a l'air incroyable, je suis fan du concept. Ça plaît pas forcément à tout le monde de ce que j'ai vu, mais personnellement j'aime beaucoup l'idée de mélanger micro-scale et midi-scale. C'était le meilleur compromis avec ce set qui était vraiment très dur à réaliser. C'est pas Rivendell, c'est pas Barad-dûr, là vraiment c'était très compliqué à faire, donc je suis content. En ouvrant la boîte, eh bien c'est comme une matrioshka, on a 3 autres boîtes blanches qui contiennent chacune 20 sachets au total. Elles ne sont malheureusement pas hyper détaillées, c'est dommage. On aimerait bien avoir une expérience un peu plus développée pour un set qui coûte aussi cher. Et donc au final, il y a 70 sachets, ça tenait à vrai dire à peine sur ma table. C'est hallucinant le nombre de sachets. On a également quelques pièces dans du plastique à côté et 3 manuels de construction différents qui sont absolument énormes. Sur les premières pages, on retrouve pas mal d'infos sur Minas Tirith, sa porte, ses 7 niveaux. Je vous mets plein d'images pour que vous en voyez un maximum. Mais en gros, voilà, c'est comme pour tous les sets 18+, plein de petites informations et c'est vraiment pas mal. Alors, au niveau de la construction maintenant, ça m'aura pris environ 20 heures de construire ce set en 3 sessions différentes. Personnellement, j'aime construire mes sets rapidement, j'avais également des vidéos à faire, donc même si je les construis rapidement, franchement, j'ai pris énormément de plaisir, car la construction est globalement satisfaisante, beaucoup de grosses pièces, ça change des vaisseaux Lego Star Wars, et d'ailleurs, pendant la construction, eh bien, on se retrouve avec un petit easter egg, c'est d'ailleurs le seul de la construction, il n'y en a pas d'autre, avec donc l'anneau, bien sûr, qui est caché sous la ville. On ne pourra malheureusement pas y accéder ensuite, il est donc dans une petite flaque d'eau dont on peut voir l'extrémité quand même une fois qu'on a fini le set. Et bien entendu, un bon set Seigneur des Anneaux ne vient jamais sans son anneau, ou ses anneaux en l'occurrence, car on en a toujours 3 avec les petites pièces supplémentaires. En parlant de pièces que Lego rajoute, et bien forcément avec ce set on en a vraiment beaucoup. Je ne les ai pas comptées, mais c'est assez fou la quantité, et ça montre bien d'ailleurs le nombre de petites pièces utilisées sur ce set, qui aide à comprendre un petit peu mieux le rapport prix-pièce, qui au final n'est pas si bon que ça, hein. À première vue il a l'air excellent, donc avec 8000 pièces pour 650 €, car il y a 5000 vraies pièces et 3000 pièces, donc des studs normales, donc c'est vraiment des toutes petites pièces, et ça fausse un petit peu le total et la perception qu'on peut avoir du prix de ce set, je trouve. Mais bon, le prix, on en reparlera à la fin quand on comparera ce set à Barad-dûr et à Rivendell. Sinon, au niveau des techniques de construction, beaucoup de snots, de panneaux qu'on vient glisser pour former les murs de la ville, c'est assez bien pensé honnêtement. Beaucoup également de wedge plate, donc des pièces d'angle pour former les angles, hein, comme le nom l'indique. C'est également ce qui permet de connecter les différents modules entre eux, celui des murailles notamment, mais on reviendra là-dessus après, chaque chose en son temps. On en vient à un point très appréciable, l'absence entière de stickers sur ce set, c'est vraiment incroyable. On a donc bien au total une centaine de pièces imprimées sur lesquelles on reviendra, mais en tout cas c'est très cool. Rivendell avait des stickers, Barad-dûr aussi, et là ça fait très plaisir que ce ne soit pas le cas. Surtout pour un set à ce prix-là, il faut que Star Wars prenne des notes, hein. Je suis actuellement en train de penser au Venator qui avait des stickers absolument horribles pour le même prix, donc 650 €. Bref, maintenant on passe à la Cité Blanche qui est devant nous dans toute sa splendeur, c'est absolument magnifique. Les personnes qui disent le contraire, je pense quand même qu'il faut avoir de la peau de saucisson devant les yeux, ou alors ne pas être fan de Lego, hein, au final. Je suis le premier à critiquer quand il faut, mais des fois, il faut juste savoir accepter que Lego est une entreprise compétente, de temps en temps, voilà, 2-3 fois par an, il faut le dire. S'il y en a qui sont pas d'accord, expliquez-moi dans les commentaires. Pour l'instant, les critiques que j'ai vues se résumaient à c'est moche, ou alors le set va jaunir, bref, rien de bien substantiel. Mais par contre, je serais vraiment ravi d'entendre des vraies critiques, donc n'hésitez pas si vous en avez. Moi pour le coup, j'aime vraiment beaucoup ce set, et je vois mal comment ils auraient pu faire autrement que comme ça, donc je suis convaincu. Mais par contre, si la ville en elle-même me plaît beaucoup, on va commencer, bien sûr, parce que je trouve vraiment décevant avec ce set, les figurines, bien entendu.
Alors globalement la qualité est bonne, mais il y en a seulement 10. 10 figurines pour 650 € avec bon grippoil hein, et deux statues également en effet, mais ce ne sont pas de vraies figurines. Pour un set qui a un intérieur absolument massif et pour la plus grosse bataille de la trilogie, c'est extrêmement décevant et anormal. Je rappelle que Rivendell pour 500 € c'était 15 figurines et 6 statues d'ailleurs, et Barad-dûr pour 460 €, donc 200 € de moins, c'était 10 figurines. On peut également parler de la Comté qui pour 270 €, donc 2 fois et demi moins que Minas Tirith avait 9 figurines, donc à peu près le même nombre. Minas Tirith est d'ailleurs plus proche en termes de prix de la Death Star que de la Comté, et pourtant elle a 28 figurines de moins que la Death Star, et seulement une de plus que la Comté, et Dieu sait que Star Wars c'est pas une référence en termes de générosité, donc ça montre vraiment l'ampleur de la catastrophe sur les figurines de Minas Tirith. Je pense à l'instant également au set d'Harry Potter, donc l'Allée des Embrumes qui vient de sortir le 1er juin, pour 100 €, 9 figurines, donc une figurine de plus pour 550 € de plus, ça fait cher la figurine. Bref, si je vous ai pas convaincu là, je pense qu'il n'y aura rien à faire. Et clairement, c'est honteux, je trouve, d'avoir aussi peu de figurines dans ce set. Ça va pas du tout. Et en fait, le problème, c'est que Lego semble avoir refusé de traiter l'aspect bataille directement dans le set, en reléguant tout ce qui y est lié, et bien tout simplement au cadeau pour achat ou alors au cadeau pour événement. On pense bien sûr au cadeau de Gronde, on peut également penser aux petites tourelles qui avaient été offertes aux premiers participants donc de l'événement de lancement de Minas Tirith, mais par contre on n'a rien du tout dans le gros set à 650 €, c'est un scandale je trouve. Alors je sais que beaucoup m'ont dit dans la review du cadeau pour achat que Minas Tirith se suffisait à elle seule, et franchement je suis plutôt d'accord avec vous, mais pas pour 650 €. Pour 650 €, il fallait clairement des trucs en plus, c'est pas possible pour ce prix d'avoir aussi peu de figurines, et quelques petites constructions en plus sur le côté pour les orques, et surtout des orques en plus, eh bien ça aurait aidé grandement à justifier le prix. Je rappelle que Minas Tirith c'est une ville assiégée pendant 70% du film, donc le retour du roi, et je pense qu'il faut distinguer également le siège de la ville par les orques, de la bataille du champ des Pélénor qui a lieu le lendemain. Par exemple, je ne voulais pas spécialement de Mamukil, ou alors le roi sorcier, Éowyn, etc. Mais par contre, je voulais plus de soldats du Gondor, plus d'orques, une arbalète pour les orques, une tourelle comme celle de l'événement directement dans le set, bref plein de trucs qui auraient permis de représenter dignement la bataille et que pour 650 €, on pouvait raisonnablement attendre de ce set. Alors je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, mais c'est la vision que j'avais du set, et Lego fait parfois des sets 18+, hein, notamment chez Harry Potter, où on peut exploiter le set différemment selon ce qu'on veut en faire. Par exemple, Gringotts propose des scènes à la fois du premier film et du 8e film, pareil pour Préolard, on a le 3e film et le 6e, et là malheureusement on a plus mis l'accent sur la fin du film, avec donc Aragorn et Arwen en tenue de mariée, et les personnages qui sont à l'intérieur de la cité. Mais alors pourquoi ne pas rajouter des figurines pour ce qu'il y a également à l'extérieur de la cité? Donc voilà ce que je pense de la situation des figurines. Pour 650 €, on aurait dû avoir la possibilité de faire à la fois les scènes à l'intérieur et à l'extérieur avec le siège, et je trouve pas que Lego soit défendable pour le coup, surtout vu le prix demandé. En tout cas, pour revenir à nos 10 figurines en détail, on a donc tout d'abord Aragorn en tenue de roi du Gondor, sûrement la meilleure figurine du set. Elle bénéficie d'une nouvelle pièce pour son diadème et ses cheveux qui sont doublement moulés et ça marche très très bien. C'est d'ailleurs la même pièce que sur nos deux statues de la salle du trône, on regardera ça tout à l'heure plus en détail. On peut la comparer à l'ancienne version sortie dans la Porte Noire en 2012, qui avait cette fois-ci un torse bleu et non noir comme ici. Franchement les deux sont très bien, je préfère peut-être les impressions du visage de l'ancienne. On a donc un visage très fermé et un sourire un peu niais, et comme dirait l'autre, Sincèrement, à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression qu'il va me parler avec un accent toulousain. donc honnêtement le visage c'est peut-être l'aspect que j'aime le moins sur la figurine. Ensuite on a une superbe double cape, rouge à l'intérieur et noir à l'extérieur, ça c'est vraiment top. Les impressions sur le dos et le torse sont magnifiques avec l'arbre blanc du Gondor, et la continuité avec les jambes qui est également parfaitement exécutée. Les bras imprimés avec la cotte de maille sont magnifiques, hein, exceptionnels, le niveau de détail est effarant, je pense que c'est les plus beaux bras imprimés que j'ai jamais vus dans ma vie. Et ensuite on a le clou du spectacle avec cette figurine qui est la pièce d'armure qui est imprimée sur l'avant, elle est très très cool également. Personnellement je préfère quand même la figurine sans ce détail, mais ça reste une belle addition de très très bonne qualité. On a enfin Anduril, donc son épée, et j'ai vu des gens s'en plaindre car Lego avait fait de nouvelles épées pour Rivendell en 2023 et malheureusement elles ne sont pas réutilisées ici. Donc ici l'épée d'Aragorn est générique, c'est un petit peu dommage quand on sait l'importance de celle-ci dans les films, mais pour conclure sur cette figurine, elle reste superbe, même si j'avoue que le visage est un petit peu bizarre. Ensuite on a la moins bonne figurine du set je pense, Arwen, donc qui est dans sa tenue de mariée. Alors on va commencer par le positif, son torse et ses bras imprimés, ça encore une fois c'est du grand art, les détails sont superbes. Ce qui est très bien également c'est ses deux visages avec les impressions supplémentaires pour le diadème, ça marche vraiment super bien et on a donc deux visages, un visage on va dire normal et un autre qui est plutôt souriant, même très souriant. Et pour finir on a aussi sa bannière elfique qui rend extrêmement bien, la pièce est magnifique et je pense qu'elle risque de valoir très cher sur le marché secondaire dans quelques années. Et là c'est typiquement le genre de détail qu'on veut d'un set à 650 €, un set 18+, de la qualité, de la qualité, de la qualité, et là c'est ce qu'on reçoit donc c'est très cool. Mais ce qui témoigne d'une intention au détail un petit peu moindre, eh bien c'est malheureusement le bas de sa robe qui n'est même pas imprimé, c'est le niveau 0 de l'effort de la part de Lego,
Et là, c'est vraiment dommage. Juste quelques plis par-ci par-là, devant et derrière, ça aurait suffi à élever la figurine. Et là, malheureusement, pour 650 €, il faut le dire, c'est vraiment dommage. Et ensuite, le dernier problème avec cette figurine, c'est sa pièce de cheveux. Lego utilise malheureusement la même pièce pour les femmes et les hommes elfes depuis 2023. Or, on ne peut pas dire qu'elle ronde et la même airline qu'Arwen. Là, on dirait qu'elle a des mini-golfs et c'est pas forcément très beau. La version de 2012 était vraiment supérieure avec une belle coupe beaucoup plus adaptée. Et d'ailleurs, elle avait également des impressions sur la robe. Donc sur cette figurine, il y a des aspects très positifs, c'est clair. Mais il y en a également certains qui sont un peu plus bâclés et je trouve ça vraiment dommage. Elle n'est pas mauvaise, mais elle aurait dû être mieux. On passe à une autre figurine qui a beaucoup fait parler, mais que je trouve vraiment superbe personnellement. C'est donc Gandalf le blanc, ou plutôt Gandalf le beige, car on retrouve étonnamment beaucoup de beige sur sa tenue. Alors Lego a voulu, il me semble, représenter les détails de ses vêtements qui sont d'un blanc plutôt crème, j'ai envie de dire, et là ils l'ont fait avec du beige, et du coup c'est un petit peu bizarre, mais les détails sont beaux, et le costume est en fait, oui, presque beige dans les images, donc pourquoi pas, moi j'aime bien, ça me dérange pas forcément. Ensuite on a sa cape, son bâton, son épée, et le reste qui est très bien fait, donc clairement j'ai pas de problème particulier avec cette figurine, que je trouve parfaite, malgré tout ce beige qui peut être un petit peu controversé. Pour finir sur Gandalf, c'est une belle amélioration vis-à-vis de la version de 2012 de la Porte Noire, qui était beaucoup moins détaillée, et personnellement je suis très content de cette figurine. Ensuite on a Gripwall, qui est en fait juste un cheval blanc, il n'y a pas grand chose de plus à dire, il n'y a pas forcément d'impression ni de détails supplémentaires, donc c'est un cheval, il est cool, fallait qu'il soit dans le set, donc tout le monde est content. On passe ensuite à notre bon vieux Pipin, donc Peregrine Took, qui a fait des conneries pendant tout le film, et donc qui s'est retrouvé à être à Minas Tirith, puni par Gandalf. Et là la figurine est un petit peu étrange par endroits, alors le haut est parfait avec sa tenue de serviteur du Gondor, c'est le même torse que pour les soldats qu'on verra juste après, sa cape est peut-être un petit peu trop verte, dans le film elle est plutôt kaki j'ai l'impression, mais ça ne me dérange pas forcément beaucoup. On remarque d'ailleurs que c'est les petites capes, comme pour les figurines Smart Brick, qu'on n'a malheureusement pas oublié. Ensuite son visage est top avec deux expressions, l'une plutôt féroce et l'autre un petit peu apeurée, ses cheveux sont absolument parfaits. Mais par contre, ce que j'aime moins, ce sont ses jambes qui sont bleues pour visiblement aucune raison. Il est plutôt censé avoir des jambes entièrement noires, comme le haut de sa tenue. Donc un petit peu bizarre et ça gâche un peu la figurine qui est sinon très bonne et qui est également une super inclusion dans le set. Ensuite, on passe à toutes les figurines qui n'ont jamais été faites sous forme de Lego avant ce set et qui seront donc exclusives, enfin toutes les figurines sont exclusives, mais celles-là seront vraiment particulièrement exclusives à ce set. On a donc le fameux Denethor, intendant du Gondor, qui est très bien fait avec ses petites tomates cerises bien sûr. Ses deux visages sont top, l'un plutôt renfrogné et suspicieux qu'il a pendant la moitié du film, et l'autre plus apeuré pour le moment où il devient fou avant de se jeter du haut du rocher. Ses cheveux sont super, son manteau et le reste des impressions également, franchement il n'y a rien à redire, c'est un 10 sur 10. On passe à son fils, Faramir, en tenue de ranger du Gondor, qui apparaît pour la toute première fois en Lego également. Et là aussi la figurine est superbe. Alors il y a le problème des cheveux. Est-il vraiment roux dans le film? Pas forcément, mais Lego n'a pas de couleur entre le roux et le blond. Donc je pense que c'était le meilleur choix au final, malgré le fait que ce ne soit pas hyper fidèle non plus. Mais c'est comme ça, on a donc deux visages, l'un avec une bouche un peu tordue et l'autre qui est un peu plus énervé. J'aime particulièrement le premier qui est vraiment très ressemblant au Faramir du film. Ensuite son torse est superbe, toujours avec l'arbre du Gondor qui brille dessus. Ses jambes sont également sympas et sa cape marche très bien, même si encore une fois c'est peut-être un peu trop vert comme pour Pipin. Franchement la figurine est très bonne, pas grand chose à redire et ça fait super plaisir d'avoir enfin un Faramir en Lego, ça faisait très longtemps qu'on l'attendait. Et enfin on passe à nos 4 soldats du Gondor qui sont présents pour la première fois dans l'histoire de Lego. Les figurines que j'attendais le plus, je suis absolument fan de leur design. C'est les soldats je pense que j'aime le plus de tout univers de fiction confondu. J'étais obsédé par eux quand j'étais petit parce qu'ils étaient vraiment stylés, mais à la fois en fait ils passent le film à se faire défoncer, donc je les trouvais super stylés, mais j'avais dans le même temps un petit peu pitié pour eux. Je sais pas s'il y a d'autres gens qui sont d'accord avec moi, mais en tout cas c'est ce que j'ai toujours pensé de ces soldats, et forcément j'ai toujours regretté que Lego n'en fasse pas, et là d'en avoir 4 c'est vraiment top, même si au final il en aurait fallu bien plus que ça. On va le voir ensuite en regardant le set, mais il y a clairement beaucoup d'espace à combler et on n'a pas forcément assez de figurines, assez de soldats pour le faire, donc 4 c'est pas forcément suffisant. Mais en tout cas les 4 qu'on a ils sont absolument superbes, ils ont juste des visages différents qui ont tous des doubles impressions, ce qui est très cool, c'est un détail sympa. Le casque est parfait et très fidèle dans la mesure du possible, car c'est très dur de les représenter en Lego. Ils ont tous une armure imprimée avec l'arbre dessus, en dessous pareil on a le même torse que pour Pipin avec l'arbre blanc du Gondor encore et toujours, et des jambes avec des belles impressions. Au niveau des accessoires, la lance est très sympa, mais malheureusement le bouclier est vraiment pas du tout fidèle, car ils sont plus carrés qu'ovales dans la version du film, et là celle de Lego ne marche pas vraiment je trouve. Donc au final pour des figurines aussi importantes, c'est dommage que ce détail ait échappé au designer, surtout qu'à part ça les figurines sont parfaites, donc je suis un petit peu déçu au final. Bon par contre quand on met les soldats comme ça en rang, ils sont vraiment incroyables, ils ont la classe absolue. C'est une vision de rêve pour moi qui les attendait depuis si longtemps, et ils sont donc prêts à aller se faire défoncer par les orques.
ou pas vraiment du coup, car il n'y a pas d'autres figurines dans ce set malheureusement. Il y a bien sûr les 2 orques du cadeau pour achat, qui sont très cool, mais pourquoi elles ne sont pas incluses dans le set? Allez savoir, c'est vraiment dommage et je ne comprends pas. Et du coup ça m'amène aux figurines que j'aurais aimé voir en plus dans ce set. Et bien déjà je pense que 25 figurines ça aurait été parfait. On est aux 2 tiers du prix de la Death Star, donc on devrait avoir environ 2 tiers des figurines. Donc 40 pour la Death Star, 25 pour Minas Tirith, ça m'aurait semblé plus que correct, surtout pour une ville assiégée. Alors déjà j'aurais bien aimé voir plus de soldats du Gondor, donc 8 au minimum, car là on n'a même pas de quoi remplir la ville et les remparts comme j'ai dit juste avant, ça n'a aucun sens. On serait donc à environ 14 figurines, ensuite 2 gardes de la citadelle qu'on n'aura jamais dans un autre set et que je voulais vraiment beaucoup voir. Leur design est incroyable, encore meilleur que ceux des soldats du Gondor, ce qui est dur à faire. Et là vraiment je ne comprends pas pourquoi Lego les a pas fait, c'était un tap-in complet et ils n'ont pas réussi à le transformer. Donc avec ces 2 gardes de la citadelle on serait à 16 figurines, il nous en manque 9, donc 8 orques et ensuite Gothmog également qui est très présent pendant le siège de Minas Tirith. Donc pour moi même s'il est déjà paru dans Barad-dûr, eh bien ça aurait été bien de le mettre dans ce set également. Donc voilà, c'était pas plus compliqué que ça franchement. Là, on en aurait vraiment pour notre argent et on pourrait faire un semblant de siège, mais non, Lego nous la met à l'envers avec un nombre de figurines beaucoup trop faible, et forcément si Lego daignait faire des battle packs sur le Seigneur des Anneaux, eh bien la question serait réglée comme ça, en claquement de doigts. Mais bon, pour conclure sur les 10 figurines du set, elles sont plutôt très bonnes, avec de la qualité à peu près partout, à quelques exceptions près, mais elles sont juste pas assez nombreuses, c'est le gros problème, il fallait que j'exprime mon mécontentement dans cette partie qui était peut-être un petit peu longue, mais je trouve vraiment que c'est pas normal que Lego ait fourni aussi peu de figurines pour ce prix, et surtout en comparaison avec les sets qu'on avait eu avant. On passe maintenant à ce qui ne peut pas nous décevoir. Minas Tirith, la cité des rois, la cité blanche, le lieu le plus iconique du Seigneur des Anneaux pour moi, même s'il y a de la compétition, il faut l'avouer, et là, c'est juste incroyable. Alors j'en avais parlé tout à l'heure, le set est vite fait modulaire, on a d'abord les remparts avant qui peuvent se détacher de l'ensemble pour qu'on puisse plus facilement jouer avec. Ils sont connectés très faiblement au module principal par des petits pins, mais on peut changer les pièces pour que la connexion soit plus solide. La porte est elle-même séparée des 2 murailles qu'on peut attacher avec des pièces techniques, c'est d'ailleurs pas hyper solide, mais bon, ça passe. On peut aussi enlever la partie supérieure, même si ce n'est pas indiqué par la boîte. Et enfin, on a également les 2 pièces qui sont sur le côté de la salle du trône. On peut tout simplement y accéder en enlevant les sections qui sont au-dessus. Et ensuite, on a le trône qu'on peut aussi enlever si jamais on veut l'exposer tout seul. C'est un petit peu random, mais pourquoi pas après tout. Donc voilà en tout cas pour les aspects modulaires. Et avant de plonger dans les détails, on va quand même admirer la beauté du set qui est massif et très bien réalisé je trouve. Vraiment avec Rivendell, c'est pour moi le plus beau set Lord of the Rings et un des plus beaux sets Lego de tous les temps. Alors on va commencer par parler de l'aspect micro-scale et donc de l'extérieur du set. Encore une fois pour moi c'était le seul moyen de le représenter, même une version à 1000 € avec 4000 pièces en plus aurait été micro-scale, la ville est juste beaucoup trop grande pour la faire autrement, et franchement c'est plutôt pas mal fait. On a d'abord la porte qui n'est pas à l'échelle bien sûr, et globalement en fait il n'y a rien à l'échelle dans ce set, le but c'est plus de représenter la grandeur de la ville, et pour être honnête ça marche très bien, on a cette impression de grandeur, de hauteur qui ressort de la ville dans le film. Donc pour revenir à la porte, on a pas mal de détails avec le marron et le sand green, qui ensemble eh bien, fonctionnent très bien. J'aime beaucoup les petites statues comme j'ai dit tout à l'heure et c'est très fidèle à ce qu'on voit dans le film. Les angles sont très bien réalisés avec les pièces d'arche au-dessus et également la petite tige tendue. Vraiment la porte est superbe. À l'extérieur on a donc des studs pour placer des figurines, des orques potentiellement, ce serait bien si on en avait un petit peu plus dans le set. On peut également y mettre Gandalf qui arrive avec Grippoil. Ensuite les portes, eh bien, on peut les ouvrir manuellement ou les enfoncer avec Gronde, c'est vous qui voyez selon votre préférence. Et ensuite sur tout le tour des murailles, on a une base en freeform en sand yellow, c'est pas mal et ça permettra peut-être d'étendre le set plus tard pour une potentielle mock. Personnellement j'ai super envie de faire ça, quand on aura également plus de figurines pour le faire parce qu'actuellement l'intérêt est un petit peu limité si on peut pas reproduire la bataille. En tout cas le reste de la muraille est bien détaillé avec l'utilisation de cheese slope pour inclure des petites irrégularités par-ci par-là, ça marche très bien, et on a également des briques de maçonnerie. D'ailleurs le manuel nous dit que c'est le set qui en a le plus dans l'histoire de Lego, avec un total de 132, donc c'est assez énorme. Les angles des piliers sont également très bien faits, avec surprise du snot, et des pièces techniques également, et les créneaux sont par contre un petit peu relous à faire, et en plus il y en a vraiment beaucoup, c'était assez répétitif, mais le design est plutôt cool, et surtout il est fidèle. Si maintenant on entre dans la ville, on a donc les autres murs qui sont comme ceux de la première muraille, au niveau du design, il suffit donc de les glisser entre les tours, et ils rendent vraiment super bien. On a pas mal de détails en sand green, en tan, en gris, et beaucoup de pièces imprimées donc pour représenter les fenêtres. Elles sont vraiment sympas celles-là. On retrouve aussi beaucoup de trébuchets que les soldats du Gondor utilisent pour bombarder les orques avant que malheureusement les Nazgûl n'interviennent. Et globalement cet aspect micro-scale marche vraiment super bien et apporte pas mal de vie à la ville. On retrouve bien sûr les 7 étages de Minas Tirith. Plus on monte, plus ils se réduisent, jusqu'à ce qu'on arrive à la citadelle. Mais avant ça, on peut regarder la falaise qui est franchement superbe, je trouve, avec beaucoup de snot pour tout construire. On a même les petits arcs qui sont représentés, donc sous lesquels Gandalf passe en montant
lors de son arrivée. C'est bien de voir tous ces détails du film qui sont reproduits dans la mesure du possible. Et en haut, on arrive donc à la citadelle qui est peut-être l'endroit que j'aime le moins malheureusement sur ce set, car je comprends pas forcément l'utilisation en fait du sand yellow. Sur les images qu'on voit, c'est plutôt gris, donc je trouve ça assez bizarre. En plus, l'ensemble est assez peu détaillé, on a que des studs, c'est pas forcément très beau. Ensuite, on a également la fontaine et l'arbre. À cette échelle, Lego ne pouvait pas faire beaucoup mieux, donc ça marche plutôt bien. Et on a également la citadelle et sa tour, dans un style typiquement Lego architecture. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau, mais ça marche quand même. Et pour finir, sur toutes ces sections extérieures microscale, on peut s'amuser à mettre des figurines, notamment en haut avec le mariage entre Arwen et Aragorn, ou dans les travées supérieures avec les soldats. Et enfin, bien sûr, on peut faire volplaner notre ami Denethor, mais dans l'ensemble, je trouve que ça rend pas hyper bien, car c'est pas Minifix Scale tout simplement, donc le rendu est un petit peu disproportionné et bizarre, il faut bien l'avouer. Donc voilà en tout cas pour l'extérieur et la face avant, il n'y a pas non plus 36 000 choses à voir, mais l'ensemble le rend très bien, il est assez bien détaillé, et ça donne vraiment ce sens de grandeur qu'on attend d'un set comme Minas Tirith, même s'il est vrai, il n'est pas non plus absolument gigantesque, il est certes très grand, mais ce n'est pas non plus insensé. Et maintenant, on passe à la section qui, pour le coup, élève vraiment ce set et qui le rend absolument incroyable à mes yeux. C'est bien sûr tout l'aspect jouabilité et intérieur. Si on retourne les remparts, on a ainsi accès à toute une partie Minifix Scale vraiment sympa. On a d'abord la section devant la porte avec ses beaux détails assez fidèles encore une fois. On peut donc placer des figurines devant la porte pour empêcher Gronde de la forcer. Ensuite, on a les remparts intérieurs avec la possibilité de placer des figurines pour patrouiller. On a pas mal de détails avec des feux et des lanternes et un superbe escalier en snot pour y accéder. D'un côté, on a une armurerie avec 2 stands pour porter les épées et les lances supplémentaires qu'on ne peut malheureusement pas donner à d'autres soldats du Gondor car on en a que 4. On retrouve sinon encore une fois la petite pièce de statue et on a d'autres petits détails, notamment des plantes, un abreuvoir, des flammes et des petites tourelles. De l'autre côté, on a un marché avec une fontaine qui utilise une flamme bleue pour l'eau. C'est assez ingénieux et drôle. On y retrouve bien sûr les tomates cerises de Denethor, une poule également, c'est assez drôle. On a aussi une brouette. Ça me fait d'ailleurs penser qu'on aurait peut-être pu avoir justement des habitants de la ville. Ça aurait été super sympa comme on avait pu avoir en fait des elfes random dans Rivendell. Donc c'est un petit peu dommage que ce ne soit pas le cas, car là en fait je vois mal Arwen aller en tenue de mariée au marché. Sinon, j'aime beaucoup tous les petits détails d'architecture comme les colonnes, les arches, même le petit banc qui est très sympa. Donc l'ensemble rend vraiment très bien et pour recréer plein de scènes, ça marche super bien. Mais encore une fois, on manque de pas mal de figurines pour vraiment l'exploiter à 100%. Ensuite, avant de passer à la fameuse salle du trône que vous attendez tous, on a 2 petites coursives qui ne servent pas à grand chose. Je suppose qu'on peut mettre des soldats, mais bon, on en a déjà pas beaucoup, ce n'est pas forcément une bonne idée de les mettre ici. Et on passe donc à ce que j'aime le plus avec ce set, la galerie des rois avec le trône du roi du Gondor. Tout est absolument magnifique. Si on regarde les images de référence, c'est hyper précis et détaillé, c'est une reproduction absolument parfaite. Déjà, on a les détails des arches avec ces fleurs ou alors ces coquillages dorés qui sont posés en arc de cercle. La technique utilisée est simple mais efficace. Au-dessus, on a des petits boucliers gris inversés pour les finitions. D'ailleurs, en parlant de finition, Lego n'a pas non plus tout hyper bien fini avec quelques gaps par-ci par-là, mais bon, c'est quasiment imperceptible, donc c'est pas forcément un problème. Les colonnes sont splendides avec l'utilisation de ces petites pièces de fleurs en noir que j'aime beaucoup, hein. La pièce est magnifique dans ce coloris. On a aussi un petit chandelier doré qui est pendu au plafond, il le rend hyper bien, et derrière le trône, on retrouve de belles fioritures en blanc, un peu comme ce qu'on avait pu voir dans Rivendell. On arrive ensuite au trône du roi, ainsi que celui du steward du Gondor, donc Denethor. On peut bien sûr l'asseoir avec Pipin à ses côtés, pendant qu'il mange ses tomates cerises sur sa table en marbre, que Lego a essayé de représenter tant bien que mal. C'est pas forcément hyper bien fait, mais je salue l'effort. Ensuite, au niveau du sol, le carrelage est très propre, avec beaucoup de pièces imprimées qui sont étonnamment fidèles à la version du film. Donc encore une fois bravo, et c'est effectivement là qu'on retrouve la grande majorité des pièces imprimées du set, c'est vraiment super cool. À côté de ça, on a pas mal de détails comme les candélabres, les petites tables dorées, et bien sûr les statues de rois qui sont très belles sur leur bloc, avec encore une fois de superbes pièces imprimées. Il y en a 8 au total, et c'est un vrai plaisir que ce soit le cas. Et avec la petite statue, ce sont mes pièces préférées du set, et encore une fois, elles sont hyper fidèles. C'est vraiment incroyable le travail que Lego a fait de ce point de vue là. Alors par contre, on peut voir que les petites arches derrière semblent donner sur quelque chose, mais en fait pas vraiment, c'est complètement inaccessible, donc un petit peu dommage, ça aurait pu apporter un petit espace en plus, mais voilà, au moins l'arrière est taillé, ça ne gêne pas plus que ça d'un point de vue esthétique, mais ça rend un petit peu bizarre effectivement. Donc dans cette salle du trône, on peut s'amuser à recréer pas mal de scènes, mais en soi l'espace est assez limité, c'est plus dans un but d'exposition, mais en tout cas c'est vraiment super sympa et vraiment très bien réalisé. Ensuite il nous reste donc quelques petites pièces à voir qui sont sur les côtés de la salle du trône, ou alors au-dessus, enfin ça dépend comment on perçoit ça. On a tout d'abord la bibliothèque du Gondor que Gandalf vient visiter dans la communauté de l'anneau pour comprendre ce qui est arrivé à l'anneau d'Isildur. C'est donc un peu plus un easter egg qu'autre chose,
car là on a seulement Gandalf le blanc et non Gandalf le gris, donc c'est pas 100% fidèle au film, mais en tout cas c'est vraiment très sympa comme pièce. On y voit des bibliothèques bien fournies, une bougie, des parchemins, une plume et un livre, mais malheureusement il est vide. Ça aurait été bien d'avoir une petite impression en plus. On peut enfin asseoir Gandalf sur sa petite chaise pour qu'il fasse ses recherches. On remarque la présence d'une petite pièce imprimée, mais je crois qu'elle n'est pas vraiment en lien avec l'univers de Lord of the Rings. Donc un petit peu dommage, mais en tout cas c'est cool d'avoir une pièce imprimée supplémentaire. Donc en tout cas c'est une super pièce qui est vraiment très sympa et c'est une excellente référence au film, donc j'aime beaucoup. Et donc de l'autre côté on a une autre pièce qui fait pendant à la bibliothèque et qui est encore plus cool qu'elle je trouve. C'est donc la salle à coucher de Pipin qu'on voit dans une scène du Retour du Roi, quand Gandalf et Pipin regardent vers Barad-dûr, et c'est le moment où Minas Morgul projette un énorme rayon vert dans le ciel. J'adore cette scène, et là c'est super cool que Lego ait permis de la reproduire. On a donc énormément de détails avec le lit de Pipin qui est très sympa, une petite chaise, un meuble, et également une table de chevet avec une tasse. On peut bien sûr mettre Gandalf et Pipin sur le balcon, et les laisser admirer Minas Morgul. Malheureusement, je n'ai pas non plus Barad-dûr, mais j'aurais bien aimé le mettre en face, ça aurait vraiment très bien rendu je pense. En tout cas, voilà pour les deux petites pièces qui sont vraiment super sympas, et j'apprécie clairement que Lego ait essayé d'utiliser tous les espaces disponibles. Il nous reste ensuite deux pièces minusculissimes à regarder, donc celles qui sont juste au-dessus de la bibliothèque et de la chambre de Pipin. On a tout d'abord un petit bûcher, donc sur la boîte c'est Denethor qui est mis en avant. On peut penser que c'est une référence à sa mort, ce qui est assez sombre, mais bon, c'est effectivement un set 18+, qui est réservé 100% aux adultes, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'enfants qui vont l'acheter, donc au final c'est pas si choquant que ça, et c'est sympa d'avoir pensé à ce détail. Et de l'autre côté, on a notre traditionnel palantir qui permet de recréer la scène de la version étendue du 3e film, dans laquelle Aragorn défie Sauron, jusqu'à ce qu'il lui montre Arwen en train de mourir, et là quand même ça refroidit bien les ardeurs de notre héros. En tout cas ici ce n'est pas du tout ce qui est représenté par le palantir, mais on a plutôt la confirmation que le prochain set sera lié au Rohan, avec donc la charge des Rohirrim qui est représentée. En 2024, dans Barad-dûr, Lego avait mis un palantir qui montrait à la fois la comté et l'arbre blanc du Gondor, et ce furent donc les deux sets à apparaître ensuite dans la gamme Lord of the Rings, en tout cas dans cette taille UCS. Donc là Lego nous dit clairement ce qu'on aura en 2027, c'est bien mais c'est un petit peu dommage de ruiner le suspense aussitôt, donc un an avant. J'aurais bien aimé avoir l'info un petit peu plus tard, mais en tout cas du coup on aura un set sur le Rohan. Alors après il reste un petit peu de suspense quand même. Qu'est-ce qu'on aura en lien avec le Rohan? Il y a plusieurs possibilités. Est-ce que ce sera plutôt Edoras ou le gouffre de Helm? Personnellement, je penche plutôt pour le gouffre de Helm, mais à voir. Pour moi, c'est quand même plus iconique. Mais un Edoras, ça m'irait également. Ce serait pas mal pour avoir plein de figurines différentes. C'est juste que j'ai plus envie, je pense, d'avoir un set avec autant de méchants que de gentils, une grosse bataille. Et surtout, la version de 2012 du gouffre de Helm m'avait énormément marqué. Donc là, j'espère vraiment revoir un remake taille UCS. Ce serait super cool. Bref, voilà donc pour Minas Tirith, qui autant à l'intérieur qu'à l'extérieur est un chef-d'œuvre. Je considère que Lego a vraiment fourni un travail impeccable en termes de taille, en termes de qualité, de détail. Pour ce qui est de la construction, c'est vraiment excellent. Mais par contre, les figurines laissent vraiment beaucoup trop à désirer et c'est vraiment dommage. Et avant qu'on passe à la fameuse section des comparaisons, bien sûr un petit mot sur le cadeau pour achat. Alors pour moi, ce Gronde devait être inclus dans le set pour le prix. Vous l'aurez compris, je suis très attaché à l'aspect bataille de Minas Tirith. Et donc clairement pour moi, il n'aurait pas dû être inclus à côté, mais directement dans le set. C'est dommage. En cadeau pour achat, j'aurais bien plus voulu voir par exemple les balises du Gondor ou Osgiliath, ça aurait bien mieux marché à mon avis. En tout cas, maintenant, on passe pour clôturer cette review à la partie des comparaisons. Malheureusement, je n'ai pas encore Barad-dûr et Rivendell. Quand j'aurai les trois, bien évidemment, ce que j'espère arrivera l'année prochaine avec la YouTube Money, je croise les doigts, ça devrait le faire. Eh bien, je ferai une énorme vidéo de comparaison, bien sûr. Mais là, je vais devoir réutiliser des images de Solid Brick Studio pour analyser la différence de taille entre le set, qui est très surprenante. Et c'est pour ça que je me permets de le faire, parce que si ça n'avait pas d'intérêt, je le ferai pas. Mais là, vraiment, ça va complètement changer la perception qu'on peut avoir de ce set et la conclusion que je vais dresser dessus. Alors déjà, on peut le voir face à Barad-dûr, donc le mal face à la lumière, et surtout 200 € de différence entre les deux sets. Et malheureusement pour Minas Tirith, eh bien j'ai pas forcément l'impression que cette différence soit vraiment visible. Barad-dûr est certes moins large et profond, mais en termes de hauteur, c'est assez fou à voir. Il y a également autant d'intérieur sur les deux sets, même un peu plus peut-être sur Barad-dûr, même s'il est moins minutieux, qu'il est moins détaillé, et qu'il est un petit peu plus fantasque, notamment avec la cantine des orques, ça c'est très marrant. Mais quand même au final, il y a autant d'intérieur, voire plus pour 200 € de moins. Et du coup, je vous pose la question, mais est-ce que vous voyez vraiment 200 € de différence entre ces deux sets? Franchement, moi, pas des masses. Surtout que le nombre de figurines est le même et que la qualité est supérieure du côté de Barad-dûr, je trouve. Alors certes, il y a 3000 pièces de moins, mais comme je l'ai dit au début, il y a énormément de petites pièces sur Minas Tirith, donc en fait j'ai l'impression que ce set est un petit peu overpriced au final, et en fait pour 200 € de moins, Barad-dûr fait vraiment tout ce que Minas Tirith fait, mais du coup pour moins cher. On a donc un intérieur sympa, 10 figurines, un modèle à la fois micro-scale et minifig scale, et en plus on a des fonctionnalités, ce que Minas Tirith n'a pas vraiment. Donc dans un sens, oui, je peux comprendre que Minas Tirith coûte plus cher parce qu'elle est quand même beaucoup plus large et qu'il y a quand même plus de pièces, mais par contre ça ne vaut pas 200 € de plus, ça pour le coup j'en suis convaincu. Après clairement je préfère Minas Tirith esthétiquement, mais dans tous les autres domaines j'ai l'impression
l'impression que Barad-dûr l'emporte et c'est un set qui est franchement bien plus rentable que Minas Tirith. Ensuite, on peut le voir également à côté du légendaire Rivendell, donc 150 € de moins. Et là encore, force est de constater que ce set est pas loin de matcher avec Minas Tirith en termes de ce qui est proposé. Donc du côté de Rivendell, il y a plus de figurines, le set a beaucoup d'intérieur également, il est un petit peu plus long que Minas Tirith. Minas Tirith est forcément beaucoup plus conséquente, c'est clair, mais ce n'est pas non plus hyper déséquilibré, et donc ça montre que ce prix de 650 € est peut-être encore une fois un petit peu haut. Et enfin, quand on voit les trois sets les uns à côté des autres, eh bien j'ai l'impression que les trois sont dans la même gamme de prix, donc allez, entre 460 € et 550 €, mais pas beaucoup plus franchement, et c'est vraiment pour ça que je voulais des choses en plus dans Minas Tirith, notamment en lien avec les orques, donc des tours d'assaut, des figurines en plus, le gronde, car oui, Minas Tirith est un grand set, mais pas tant que ça au final, et par rapport à Barad-dûr, elle fait tout simplement un petit peu petite, un petit peu tassée, et c'est fou de se dire que Minas Tirith coûte 200 € de plus que Barad-dûr. Pareil pour Rivendell, 150 € de moins, et je vois pas forcément de différence en termes de ce qui est proposé. Donc ces comparaisons sont vraiment assez étonnantes au niveau des résultats qu'on peut obtenir. Moi-même, je pensais au début que ce set valait 650 €, mais au final, j'en suis plus tellement convaincu. Et donc pour conclure sur ces trois sets, si je dois les classer et répondre au titre de la vidéo, pour moi, en qualité-prix, on est sur Rivendell en 1, ensuite très proche, mais en dessous, on a Barad-dûr, et ensuite on a donc Minas Tirith qui pour 650 € ne semble pas proposer assez, et c'est un petit peu dommage. Après, d'un point de vue esthétique, je mets Rivendell en 1, Minas Tirith en 2 et Barad-dûr en 3, mais les trois sont bien sûr excellents. Et donc malgré le fait que Minas Tirith soit le plus gros en termes de pièces, le plus cher également, il n'est malheureusement pas le meilleur, car pour moi, Barad-dûr et Rivendell étaient des sets parfaits, hormis les stickers effectivement, mais sinon les sets ne pouvaient pas être améliorés. Il n'y a qu'à regarder ce que Rivendell proposait notamment pour les figurines, avec des jambes supplémentaires pour les asseoir. Et là sur Minas Tirith, on n'a même pas d'impression sur les jambes d'Arwen, on n'a pas assez de figurines, on n'a rien pour faire le siège. Et franchement, si le set coûtait plutôt 500-550 €, j'aurais quand même trouvé dommage le fait qu'il n'y ait pas, allez, on va dire 15 figurines, mais sinon je n'aurais rien dit à côté, et je me serais pas plaint par exemple de l'absence du côté bataille, parce que pour ce prix-là, ça aurait pas été forcément justifié. Mais par contre, pour le prix demandé par Lego, donc 650 €, je suis désolé, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu. Donc d'un point de vue 100% objectif, Rivendell et Barad-dûr valent beaucoup plus le coup que Minas Tirith. Alors oui, il n'y a pas de stickers, mais si à côté le set coûte trop cher et qu'il n'a pas assez de choses pour le prix, forcément ça ne va pas aller. Et pour conclure, c'est dommage de voir que Lego a quitté progressivement ses standards de qualité absolument exceptionnels pour la gamme Seigneur des Anneaux. Déjà en 2025, on avait été très déçus par la comté. Là en 2026, on n'est pas forcément déçu, le set reste très bien, il est très beau, mais il commence à y avoir des aspects qui pourraient être un petit peu mieux, donc les figurines, le nombre de figurines, le cadeau pour achat. Et le fait est que quand on achète ce set, il laisse un petit peu à désirer, alors que Rivendell et Barad-dûr étaient absolument parfaits, même pour leur prix officiel qui était très haut, il n'y avait rien à redire. Et là malheureusement pour Minas Tirith, il y a des choses à redire, même si le modèle est excellent. On peut enfin passer à d'autres petites comparaisons que je peux faire moi-même, donc un peu plus marrantes. Je vous mets la fusée de Tintin à 160 € qui est presque aussi grande. Ensuite je vous mets également l'autre set Seigneur des Anneaux que j'ai dans ma collection, donc le casque de Sauron, qui rend plutôt bien à côté, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Et pour finir, je le mets à côté du set Star Wars le plus gros que j'ai actuellement avec moi, donc le Star Destroyer de 2024. On peut voir qu'il est à peu près aussi long que Minas Tirith, donc ça vous donne une idée de la profondeur du set quand même. Donc voilà pour les comparaisons, et on passe à la conclusion. Et donc voilà pour Minas Tirith. Qu'est-ce qu'il faut en penser au final? Pour moi, le contrat est rempli, c'est un set qui est vraiment super, il est incroyable. Je pense pas que Lego aurait pu faire mieux. Je pense pas que Minas Tirith pouvait être réalisé autrement, Lego en tout cas. C'était vraiment ça. Ils auraient pu le faire un tout petit peu plus gros, mais bon, ça aurait été encore plus cher qu'actuellement, ce qui est déjà extrêmement cher, 650 €. Moi, je trouve que c'est un petit peu cher pour le set, étant donné le peu de figurines qu'on a. Mais par contre, le bâtiment est absolument magnifique. C'est pas le meilleur set Seigneur des Anneaux, objectivement, il y en a quand même deux au-dessus. Mais par contre, subjectivement, c'est mon set préféré. Je suis absolument fan de ce qu'ils ont fait, c'est magnifique. Je suis trop content, pour moi, le contrat est rempli à 95% parce qu'il y a encore une fois ce problème de figurines. Mais en tout cas, au niveau de la construction, je juge que c'est vraiment absolument parfait, c'est magnifique. Alors, est-ce que si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, il faut l'acheter? Si vous avez la place et l'argent, si c'est pour compléter votre collection, bien évidemment, là, j'ai rien à vous dire. Par contre, si c'est pour commencer votre collection, comme c'était le cas avec moi j'avais que le casque de son juste avant, je pense pas que ce soit le meilleur choix, je pense pas que ce soit le choix le plus rentable. Moi j'ai acheté celui-là parce que ça fait 10 ans que je le veux, c'était le set Lego que je voulais le plus, tout univers confondu, tout thème confondu, tout ce que vous voulez, c'était vraiment lui. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté, mais sinon franchement si j'avais pas ce lien particulier avec Minas Tirith, je pense que j'aurais plutôt pris
Barad-dûr ou Rivendell. Donc voilà, si vous hésitez entre les trois, eh bien je pense que c'est pas vers celui-là qu'il faut aller. C'est un beau bonus dans votre collection si vous avez les moyens et la place. Mais sinon, je pense pas forcément que ce soit le modèle vers lequel il faut se diriger en premier si vous cherchez à commencer une collection Seigneur des Anneaux en Lego, parce qu'il est très cher, parce qu'il est très grand, très massif, un petit peu relou à exposer. Donc voilà ce que j'en pense. Je l'aime beaucoup malgré ses quelques défauts. Je lui mets un 9 sur 10 parce que les figurines, encore une fois, c'est pas possible. Je me répète bien évidemment, mais il fallait quand même que j'en parle parce que j'allais pas pouvoir louer ce set et ne pas parler ensuite des figurines et des petits problèmes qu'il pouvait y avoir. Si Lego avait proposé une dizaine, une quinzaine de figurines en plus, ça aurait été un 10 sur 10. Là, malheureusement, ça ne peut pas non plus être parfait, mais franchement, le set est excellent et si jamais vous avez la chance de pouvoir vous l'offrir, eh bien, je vous le conseille parce qu'il est vraiment super. Bref, voilà pour mon immense review sur Minas Tirith. Je pense que la vidéo fait environ 40 minutes, donc c'est très très long. J'espère qu'elle vous aura plu. Je le demande jamais d'habitude, mais là, si vous pouvez laisser un like sur la vidéo, ça me ferait plaisir parce que j'ai passé vraiment beaucoup de temps. J'ai mis tout ce que j'avais et n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur la construction, sur les figurines, sur le prix également. Bref, sur tout ce qu'il y a à dire sur ce set, je serais ravi d'en débattre encore plus en profondeur avec vous dans les commentaires. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Moi, j'essaie de trouver de la place pour ce mastodonte parce que je sais pas où le mettre actuellement. Au revoir.